Les principaux challenges que j'ai pu vivre et observer en termes de leadership sont actuellement, et de management aussi, sont actuellement pour la plupart liés aux problématiques du côté très imprévisible des lendemains, qui peuvent se passer par des changements divers qui peuvent arriver tant technologiques qu'environnementaux que comportementaux, qui peuvent nécessiter l'adaptation d'un service une fois durable, une fois malléable, une fois éphémère, ou d'un produit d'ailleurs, qui peut nécessiter un changement de priorité aussi, ou des changements de priorité, et une gestion des priorités assez délicate, et peut-être aussi en plus engendrer passablement de changements de comportement au sein de l'entreprise. Ces différents éléments impliquent pour moi souvent de la part du leader ou du dirigeant l'acquisition de nouvelles compétences et de surcroît de ces nouvelles compétences qui ne sont pas dans son domaine de spécialisation. Ce soir, j'ai choisi de vous partager quelques expériences ou quelques retours d'expérience que j'ai pu faire suite à de nombreuses années de co-création au niveau de la filière et de l'Institut informatique de gestion à Sierre, aussi d'une grosse implication associative, depuis quelques années aussi de la formation et des mandats dans le management agile. Et je vais tenter de marier ça avec l'alpinisme que je pratique depuis une trentaine d'années, qui a aussi marqué des bonnes évolutions pour moi. Et pour faire le lien avec l'alpinisme, j'ai choisi de prendre un risque ce soir. C'était moi qui vous ai fait travailler à l'entrée en faisant remplir un petit questionnaire sur des priorités. L'idée, c'était qu'à partir de là, j'allais changer les slides de ma présentation en fonction de vos priorités. Ça a bien marché, vous avez bien joué le jeu, parce que vos priorités, c'était les 2 dernières chez moi. Donc, je vais devoir un petit peu composer. On va voir si j'ai peut-être le cran d'un alpiniste. Je vous avoue qu'un petit moment dehors, avant, je me sentais comme devant une paroi un peu infranchissable, en disant « Est-ce que j'ai pas pris trop de risques ?» Le risque était mesuré, et je pense que ça va très bien aller. Alors, un des premiers obstacles que vous avez choisi comme étant un élément majeur était celui de la dispersion, de l'éparpillement. Pour moi, il y a un syndrome aujourd'hui que je vois très souvent en entreprise, que je vis encore aussi parfois moi-même, c'est ce syndrome de la suroccupation. On se glorifie d'être stressé, d'être suroccupé. Oh, j'ai pas le temps. Ça se marque par exemple très bien dans beaucoup de séances. Combien de personnes dans les séances, et des séances aussi de direction ou autres, ne suivent pas. Ils sont en train de faire tout le temps autre chose. Ils sont tout le temps en train de faire autre chose que ce qu'ils auraient à faire à ce moment-là. Personnellement, par rapport à ça, pour combattre ça, j'utilise des outils de gestion du temps qui prennent en compte pas que la gestion du temps de travail, mais qui essayent de prendre en compte la gestion du temps global de ma semaine, y compris les éléments privés, y compris une planification d'éléments qui peut me permettre de me ressourcer, de prendre un petit peu de hauteur. Et ces éléments sont pour moi relativement importants en termes de dispersion. Je pougne à cause des changements. Avant, le résultat, il était bien lissé, bien clair avec mes priorités. Un deuxième élément en termes de dispersion, c'est la gestion de son énergie. J'ai souvent compris en guidant passablement de gens en montagne que ce qui était intéressant pour que la cordée arrive à la fin de la journée ensemble et à bon port, c'était de bien doser l'effort. Et puis que la personne qui guide devant, c'est à elle souvent à doser l'effort. Doser l'effort, ça veut peut-être dire parfois pouvoir accélérer passablement si tous les membres du groupe avancent correctement. Par contre, ça veut aussi peut-être vraiment s'adapter au rythme du plus faible. Ni trop peu. Pour ceux qui pratiquent la montagne, le ballon du montagnard, mais qui permet de marcher 12-13 heures, c'est pas un mythe. Le guide aussi a intérêt rapidement à comprendre, toujours par rapport à cette dispersion, à cette focalisation que l'on a à avoir sur cet essentiel, c'est quel est le résultat que l'on obtient. Le résultat, c'est clair qu'en général, on veut faire un sommet, mais le meilleur résultat, c'est de revenir à la fin de la journée, tous en vie,
tous en santé, idéalement sans être cassés. Et cette prise en compte de ce résultat de cette manière-là ne peut se passer pour moi aussi lorsque je conduis un groupe, uniquement lorsque je prends d'abord en compte le facteur humain avant l'aspect résultat à tout prix. Le deuxième piège que vous avez choisi, le deuxième obstacle, c'est celui que j'appelle de la création par défaut. Monsieur Molk a évoqué en début de soirée quelques éléments sur les différents états, et puis on a aussi eu une petite information sur l'aspect du rêve. J'aime bien que vous pouvez essayer de vous remémorer une situation où vous avez créé vos rêves. Par exemple, lorsque vous êtes marié, lorsque vous vouliez faire des enfants, lorsque vous avez bâti une entreprise ou une maison. En général, le processus de création que vous aviez là derrière, il vous est relativement clair, même s'il n'est pas conscient. À savoir, vous avez d'abord une intention par rapport, par exemple, à un mariage ou à faire des enfants. Vous êtes sûr, vous êtes certain, vous avez la foi que ça va pouvoir se passer et se réaliser. Et puis enfin, pour terminer, avec cette foi et avec cette intention, vous avez toute l'ouverture nécessaire pour pouvoir recevoir les opportunités, tout ce que vous offre la vie à ce moment-là pour réaliser votre rêve. J'ai observé que ce processus, de manière non consciente, il fonctionne assez bien sur des éléments dont on sait la réalisation possible. Aujourd'hui, dans notre phase un petit peu de transition, où on est appelé à matérialiser d'autres choses dans les vies, ce processus-là, il est plus difficile à mettre en place parce qu'il nécessite beaucoup plus d'imagination. On en a aussi parlé ce soir, beaucoup de visualisation pour visualiser quelque chose dont on ne sait pas la forme qu'elle va prendre. Par contre, on peut travailler là-dessus avec la notion de nos ressentis et de nos pensées. On sait aujourd'hui que tout est énergie et que ces pensées et ces ressentis ont aussi un pouvoir d'attraction intéressant. Pour moi, ce mécanisme de création par défaut sur des éléments dont on ne connaît pas la forme finale sont extrêmement durs à faire parce qu'il y a ce satané mental, la partie cerveau droit, cerveau gauche qui était mentionné tout à l'heure, qui ne joue passablement de piège par rapport à ça. Un deuxième élément qui a aussi été plus ou moins évoqué par M. Molk tout à l'heure, c'est la capacité à s'accrocher à nos connaissances. Combien de fois s'accrocher à nos connaissances ou à nos croyances ne nous permet pas de pouvoir créer autre chose que par défaut, et autrement que par défaut. J'aime bien apprendre quelque chose, puis désapprendre. Garder que l'essence de cette nouvelle connaissance qui m'a amené pour m'ouvrir d'autres horizons, mais ensuite désapprendre ce qui rend dogmatique, ce qui nous plante quelque part dans une création complètement habituelle. En montagne, de la même manière, si vous vous accrochez à votre savoir, vous avez de la peine, vous aurez pas mal de peine à découvrir les passages, à faire en sorte que le chemin que vous devez prendre, vous connaissez la ligne générale sur ces arêtes, mais le chemin que vous devez prendre, il vous est révélé si vous êtes le plus ouvert possible à tout ce qui vous est offert au niveau des petites prises peut-être, mais aussi à des intuitions qui vont peut-être vous permettre de franchir un passage de manière absolument non conventionnelle. Un piège aussi, un obstacle qui pour moi est assez important, pour vous il était visiblement un peu moins, mais je vais quand même vous la fourguer, c'est le piège de la toute-puissance. Lorsque j'évolue en montagne, très vite, lorsque j'ai évolué, je me suis rendu compte que la montagne, elle n'avait pas besoin de moi. Une cordée qui évolue en montagne, elle se rend tout de suite compte qu'elle a intérêt à composer avec ce que lui offre la montagne en fonction des conditions de la journée, mais rien de plus. Aujourd'hui, passablement de situations dans le monde économique, j'ai l'impression, ne tiennent pas forcément compte du fait qu'on évolue dans un environnement, dans une terre qui est finie et terminée. En lien avec ça, très vite, par contre, du moment où j'arrive à ressortir du fait que je me crois tout-puissant lorsque je suis dans cet environnement, j'arrive à me laisser inspirer après par la grandeur, par la beauté
par des choses qui me dépassent. La plupart des projets et des idées relativement de rupture que j'ai eues, elles sont presque toutes venues d'endroits tels que celui-ci, et rarement du bureau en train de faire des mails. Un deuxième élément aussi qui est assez intéressant en montagne, surtout lorsque l'on conduit des groupes, c'est la capacité à renoncer. Lorsque vous êtes devant une pente de neige vierge, 40 cm de poudreuse, vous avez vraiment envie de la faire, mais vous ne la sentez pas. Vous pouvez avoir la pression du groupe, tout ce qui se passe derrière, vous remettez les pots de phoque, vous refaites peut-être 2 heures de montée et vous n'allez pas là. L'objectif étant de rentrer sain et sauf à la maison. Cette capacité de renoncement, aujourd'hui aussi, dans une époque de transition, pour moi en tout cas, elle n'est pas toujours facile à vivre. Lâcher ce que vous avez bâti avec toutes vos tripes, avec tous vos cœurs, pour faire de la place pour autre chose, ça demande passablement de courage et de cran. L'expression, en montagne en tout cas, l'expression des états émotionnels, psychiques, physiques, peut être un élément extrêmement important pour la réussite de la sortie, parce que le guide ou celui qui conduit la cordée pourra prendre les bonnes décisions en fonction de ces états qui ont été exprimés. Par exemple, si toute la cordée est en super forme, elle a exprimé un état sur ces 3 plans magnifiques, peut-être que la cordée pourra envisager faire un autre sommet à la suite, peut-être dans une autre situation. Si quelqu'un, même que c'est peut-être le meilleur techniquement, se sent bien moins bien aujourd'hui, il ne faudra peut-être pas le mettre en tête de cordée, ça va mettre en péril la cordée. C'est un élément, cette expression un petit peu au-delà juste du faire au niveau de l'entreprise, j'observe un petit peu plus ça dans les entreprises aujourd'hui, mais quand même, c'est quelque chose qui est encore relativement tabou pour moi, malgré son pouvoir. Un groupe en montagne a très très vite intérêt à comprendre qu'il ne rivalise pas avec les autres. La compétition, hormis pour une élite ou hormis pour des courses complètement sécurisées, a rarement lieu d'être en montagne, tant avec d'autres groupes qu'au sein d'un seul groupe. Si chacun des groupes maximise et va au mieux avec ses qualités et ses faiblesses, elle avancera, elle réussira sa sortie. L'aspect compétitif est donc plus délicat pour co-créer quelque chose. Ici, on est dans une phase aussi au niveau économique de transition, où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau coopération, intégration, et encore beaucoup de compétitions qui existent. Ces 2 pôles s'affrontent passablement aujourd'hui. Le dernier obstacle que j'avais choisi d'évoquer, c'est celui du fait de se suradapter. Qu'est-ce que j'entends par se suradapter ? C'est pas réussir à prendre le recul qu'il faut pour réagir à toutes les sollicitations extérieures qui nous arrivent, et puis plonger en général, en tout cas pour moi c'est ce qui m'arrive dans ces cas-là, si je ne suis pas conscient, c'est plonger dans le faire. Donc je fais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je puisse prendre un peu de hauteur, prendre de recul, pour pouvoir sortir de ce mécanisme de faire et pour revenir sur ce qui est essentiel pour moi, sur mon essence. Ce que j'aime bien faire, tant pour moi que pour les groupes avec qui je travaille à ce niveau-là, c'est pour reposer des questions. Quelle est ma valeur ajoutée ? Quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise ? Qu'est-ce que j'offre vraiment ? Qu'est-ce qu'on offre en tant qu'entreprise ? Au service de qui ? Au service de quoi ? Comment on se sent dans ces situations-là ? Pour moi, c'est des éléments qui sont souvent très intéressants pour évoluer dans ce contexte. Un petit outil aussi que j'utilise, c'est prendre conscience, une forme de cartographie des personnes qui composent mes groupes, prendre conscience de leur capital. Leur capital, ils travaillent avec moi, c'est pas uniquement des compétences liées à leur métier. Plus je connais leur parcours de vie, leur
connaissances et leurs compétences et ce qu'ils ont vécu ailleurs, plus cette richesse est grande pour peut-être recréer des choses sur un autre contexte que le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. En montagne également, la notion de responsabilité personnelle totale est un paradigme que toutes les personnes ont intérêt à comprendre. On parlait d'autonomie en tout début de soirée. Cette composante il n'y a pas de la place pour la victimisation, pour dire c'est la faute à. Lorsque vous évoluez toute la journée en montagne ou en cordée, vous devez faire une totale confiance à l'autre. Et il n'y en a pas d'autre choix. Si je transpose ça au niveau économique, j'aime bien aussi être attentif au fait que toutes les personnes qui travaillent avec moi, idéalement, puissent se considérer comme les CEO de leur petite activité ou de leur grande activité, mais de leur propre activité. Quel que soit leur rôle dans l'entreprise, si j'arrive à stimuler le fait que chacun est vraiment responsable, quel que soit son niveau hiérarchique dans l'entreprise, de ce qu'il a à faire, pour moi, le groupe est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Voilà, j'en arrive quasiment au bout. J'ai voulu illustrer aussi ces 4 éléments que j'ai mentionnés en tout début de soirée par un exemple où je me suis aussi mis un petit peu en position de vulnérabilité pour modifier un résultat. J'étais plus à l'aise avec ma présentation alignée telle que je l'avais montée. J'ai modifié un petit peu ce service, ce résultat en fonction des besoins que vous avez évoqués. Ça a permis de changer les priorités et ça fait un petit peu changer ma posture aussi. Je ne peux pas arriver ici en disant « Ok, ça va bien, tout va bien se passer, je maîtrise ». Une dernière idée, pour faire un petit peu le lien et le pont avec tout ça. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, de faire une formation sur le développement durable en Écosse avec des personnes du monde entier. Et j'ai pris conscience qu'en Valais, en Suisse aussi, mais principalement en Valais, on avait une richesse incroyable que peu avaient. À savoir, on a encore un accès au monde de la Terre avec le postulat de base des personnes qui viennent de la Terre, c'est on accepte ce qui est, et puis on exploite et on valorise au maximum ce que l'on a. Un premier postulat. Un deuxième postulat, on a également en Valais une capacité à être extrêmement connecté au monde des idées, via les hautes écoles, via les instituts de recherche, via aussi tous les mécanismes d'innovation qui sont mis en place en Valais. Mon rêve et mon souhait serait peut-être que dans le futur, on réussisse à systématiquement marier ce monde des idées avec ces valeurs extrêmement profondes de la Terre. Et je pense que le mariage de ces deux sagesses pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant pour nos générations futures et peut-être un USP pour le Valais.